Et si tout ce que nous pensions savoir de notre passé n'était qu'une illusion soigneusement construite, juste la partie émergée de l'iceberg, sous laquelle se cache une réalité engloutie, un monde vaste et complexe, effacé des pages de l'histoire officielle. Imaginez un instant une civilisation où le ciel n'était pas sillonné par des avions, mais par d'entiers navires de croisière aériens, de véritables villes volantes. Un monde où des géants vivaient aux côtés de gens de notre taille, et ce n'était pas un conte de fées. Un monde où la technologie n'était pas seulement à la hauteur de la nôtre, mais la surpassait peut-être même. Et puis tout cela a disparu, dissous dans les flammes de mystérieux incendies qui ont réduit en cendres des métropoles de pierre, défiant toutes les lois de la physique pour être remplacées par une nouvelle version, simplifiée, de la réalité. À première vue, cela semble être un assortiment de fantasmes sans lien les uns avec les autres. Des géants, des dirigeables, des villes incendiées et des savoirs perdus. Mais si tous ces phénomènes étaient les maillons d'une seule et même chaîne, s'ils menaient tous à un dénominateur commun, à un événement qui a scindé le temps en un avant et un après. La clé de ce grand mystère pourrait être cachée dans une date précise, 1776. Et pour commencer à démêler cet écheveau, nul besoin de partir pour de lointaines expéditions. Il suffit de lever la tête et de regarder le monde qui nous entoure. Car la preuve la plus évidente et en même temps la plus incroyable de l'ancien monde, c'est son architecture. Une architecture qui, de toute évidence, n'a pas été construite pour des gens de notre taille. Partout dans le monde se dressent des bâtiments anciens, dont les proportions suscitent non seulement l'admiration, mais aussi une profonde perplexité. Des portes immenses atteignant 5 voire 6 mètres de hauteur. Pour qui ces portails étaient-ils destinés ? Nous, gens de taille moderne, sommes contraints d'insérer nos propres petites portes familières dans ces portails gigantesques, pour ne pas nous sentir comme des nains dans la maison d'un autre. Des miroirs massifs sont suspendus au-dessus des cheminées dans de vieilles salles, mais pour y regarder, il faudrait une échelle. Ils sont placés à une hauteur de 2,5 mètres, voire 3 mètres. Qui créerait des objets du quotidien physiquement impossibles à utiliser ? Il est absurde de construire une maison avec une poignée de portes que l'on ne peut atteindre. Ce n'est pas une question d'esthétique ou de mode architectural. C'est une question de logique élémentaire et de fonctionnalité que l'histoire officielle préfère ignorer. Et cela ne se limite pas aux bâtiments. Les traces de cette civilisation sont partout. Des livres gigantesques qu'une seule personne ne peut soulever, des casques et des épées semblant faits pour des guerriers de légende, d'énormes fusils et même des machines à écrire. Ces objets ne sont pas des curiosités isolées, mais de nombreuses preuves matérielles de l'existence d'une race dont les paramètres physiques étaient radicalement différents des nôtres. La découverte de squelettes humains anormalement grands n'est pas une invention récente. Pierre le Grand lui-même, dans son décret du 13 février 1719, ordonna la collecte et la livraison à la cour d'ossements humains ou animaux, non pas comme ceux que nous avons aujourd'hui, mais extrêmement grands ou petits par rapport à l'ordinaire. L'histoire du 19e siècle regorge de telles découvertes. Cependant, à un certain moment, ces preuves ont commencé à disparaître systématiquement. De nombreux artefacts, comme le rapportaient les journaux au tournant du siècle, ont été emmenés à la Smithsonian Institution, après quoi toute trace d'eux a été perdue. Il existe des preuves que des tonnes d'ossements et de découvertes uniques ont été simplement jetées à l'océan. Les preuves devaient être détruites car, dans le nouveau monde construit sur les ruines de l'ancien, il n'y avait pas de place pour les géants. Des vestiges de leur gènes peuvent encore apparaître chez des personnes de taille exceptionnelle que nous voyons dans le sport aujourd'hui, mais ce n'est qu'un faible écho de leur grandeur passée. En fin de compte, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui semble le plus logique ? Une civilisation de petite taille qui, pour une raison inexplicable, s'est lancée dans le travail titanesque et insensé d'ériger des cathédrales et des palais disproportionnés ? Ou une civilisation très avancée de gens forts, intelligents et grands qui ont construit de magnifiques édifices à leur propre échelle ? Et s'ils possédaient de telles capacités de construction, quelle technologie maîtrisaient-ils ? Cette question nous amène à la partie suivante et stupéfiante de notre histoire perdue. À des technologies qui nous semblent aujourd'hui de la science-fiction, mais qui étaient autrefois une réalité quotidienne. La capacité de construire des édifices aussi grandioses, proportionnés aux géants, témoigne non seulement de leur force physique, mais aussi de leur très haut niveau de développement technologique.
Leur monde était imprégné de technologies qui nous sont aujourd'hui présentées comme des innovations de rupture, mais qui ne sont en réalité qu'un pâle reflet d'une grandeur perdue. Et la preuve la plus éclatante de cela planait dans les cieux. On nous a fait oublier un mode de transport luxueux et élégant, un véritable âge d'or de l'aéronautique qui a été délibérément effacé de l'histoire. Il s'agit des dirigeables, mais pas des ballons à air chaud primitifs tels qu'on les représente habituellement. C'étaient de véritables titans du ciel, des navires de croisière aériens qui surpassaient en confort et en capacité tout ce que nous avons aujourd'hui. Contrairement aux stéréotypes imposés d'une petite cabine inconfortable suspendue en dessous, de nombreux dirigeables de l'ancien monde permettaient aux passagers de s'installer à l'intérieur même de la coque du navire géant. À l'intérieur, il y avait des restaurants luxueux avec des fenêtres panoramiques, des bars, des salles de bal spacieuses et des cabines confortables. Ce n'était pas seulement un moyen de transport, c'était une ville volante, capable de transporter non pas quelques centaines de passagers comme un avion moderne, mais des milliers, ainsi que des cargaisons massives. Un voyage à bord d'un tel navire était une façon belle, douce et élégante de se déplacer entre les continents. De plus, ce mode de transport était incroyablement sûr. Un dirigeable ne tombait pas comme une pierre en cas d'urgence. Il pouvait planer doucement et son amarrage au tour d'amarrage était doux et précis. Et nous arrivons ici à un autre mystère caché à la vue de tous. Des structures comme la célèbre Tour Eiffel, qui nous est présentée comme une construction temporaire pour une exposition universelle, faisaient en réalité partie d'un réseau de transport mondial. Ce n'étaient pas seulement des symboles de ville, mais des mâts d'amarrage fonctionnels pour les navires du ciel. Des tours et des flèches similaires se dressaient dans le monde entier, reliant les plus grandes métropoles. Les faits historiques confirment que les dirigeables, y compris le célèbre Hindenburg, s'amarraient directement au sommet de l'Empire State Building au cœur de New York. Imaginez la scène. Un navire géant s'approche silencieusement de la flèche. Une plateforme sort de sa coque et les passagers descendent directement au centre-ville. La même chose se produisait à Chicago, Los Angeles et dans les plus grandes villes d'Angleterre et d'Allemagne. C'était une technologie complexe, bien rodée et incroyablement puissante. Alors pourquoi avons-nous abandonné cette merveille ? La réponse se trouve dans un seul événement qui a été conçu pour semer à jamais la peur dans la conscience de l'humanité. La catastrophe du Hindenburg n'était pas un accident, c'était un événement soigneusement orchestré, un acte de guerre de l'information, destiné à effrayer les gens et à leur faire croire que les dirigeables étaient des pièges à feu volant. Et le but a été atteint. Un mode de transport luxueux et efficace a été jeté aux oubliettes de l'histoire. Il est intéressant de noter que le développement dans ce domaine se poursuit secrètement à ce jour, aux États-Unis, en Russie, en Chine et dans les pays européens. Mais l'accès à ces technologies est fermé au grand public. Les navires aériens n'étaient que la partie émergée de l'iceberg du progrès technologique de cette civilisation. D'anciennes séquences filmées des années 1930 et 40 nous montrent des choses étonnantes. Des trottinettes électriques et des gyropodes, des voitures avec stationnement automatique et des trolleybus électriques fonctionnant sur un réseau sans fil. Pensez à l'absurdité de la chose, ils disposaient de la transmission d'énergie sans fil pour les transports publics, puis, soi-disant, la technologie est tombée en panne et nous avons régressé, recouvrant nos villes d'un réseau de fils. Ce n'est pas du progrès, c'est une régression. On nous rend lentement, à petite dose, des technologies qui existaient déjà dans le passé, et à chaque fois, on nous les présente comme une grande invention. Ils prennent une technologie créée pour la liberté et la créativité, la retournent et l'utilisent pour le contrôle et la manipulation, tout en se présentant comme des innovateurs héroïques. Ainsi se dessine l'image d'un monde très développé, habité par des gens intelligents et forts, un monde avec une énergie propre, un système de transport pratique et des technologies qui avaient un siècle d'avance sur notre temps. Mais si un monde aussi avancé a existé, où est-il passé ? On ne peut pas simplement faire oublier aux gens les villes volantes, on ne peut pas simplement cacher toute une race de géants et leur héritage. Pour rayer quelque chose d'aussi massif de la surface de la Terre, il fallait un cataclysme d'une ampleur comparable, une purge mondiale qui devait détruire non seulement les porteurs de savoir, mais aussi les traces matérielles de leur existence. Et ce cataclysme a eu lieu.
La supériorité technologique de l'Ancien Monde n'était pas seulement sa force, mais aussi la cause de sa perte. Pour effacer de la surface de la Terre une civilisation de cette ampleur, il ne fallait pas seulement un conflit, mais une purge totale. Un cataclysme mondial capable de détruire à la fois les gardiens du savoir et leur héritage même, gravé dans la pierre. Et ce cataclysme a été présenté au monde comme une série de tragédies fortuites. On nous apprend à tous à l'école la légende commode et simple du grand incendie de Chicago de 1871, prétendument causé par lavage d'une certaine Madame O'Leary qui aurait renversé une lanterne à pétrole. Ce conte enfantin était censé expliquer comment l'une des villes les plus grandes et les plus avancées de son temps a été réduite en cendres. Mais ce n'est qu'un mensonge, le plus célèbre d'une série d'événements qui étaient, en substance, un programme coordonné pour refaire le monde. Il suffit de creuser un peu l'histoire pour découvrir que Chicago n'était pas une exception. La ville faisait partie d'une tempête de feu qui a balayé la planète au XIXe siècle. Ville après ville, métropole après métropole, de Boston et Seattle à Moscou et Saint-Pétersbourg, ont été la proie d'incendies étranges et inexplicablement destructeurs. L'histoire officielle tente de nous convaincre que c'étaient des villes de bidonvilles en bois et de bâtiments en allumettes. Mais ce n'est pas vrai. Les preuves qui ont survécu nous montrent clairement des édifices en pierre exquis et majestueux, des structures mégalithiques qui, pour une raison quelconque, ont brûlé aussi rapidement que si elles étaient en bois sec. Nous nous heurtons ici à une contradiction fondamentale qui démolit toute la version officielle. La pierre ne brûle pas. Pour faire fondre la pierre ou la brique, il faut une température de plus de 1100 degrés Celsius. Un incendie de bâtiment typique atteint à peine 550 degrés. Tout l'intérêt d'une cheminée, que l'on trouve dans chaque maison, est qu'elle est faite de briques et de pierres précisément parce que ces matériaux ne fondent pas et ne brûlent pas au feu. Il faudrait être incroyablement naïf pour croire que des villes entières de pierres et de briques aient pu être détruites jusqu'à leur fondation par des flammes ordinaires. Ce que nous voyons dans les archives de cette époque, ce ne sont pas seulement des ruines calcinées. Nous voyons les squelettes fondus de bâtiments, la pierre transformée en scorie, des murs de briques qui ont coulé comme de la cire. Ce sont les traces de l'impact d'une énergie colossale, incomparable à une simple combustion. Cela nous amène à une hypothèse terrifiante mais logique. Quelque chose que l'on peut appeler une arme à énergie a été utilisée contre l'Ancien Monde. Une explosion d'énergie dirigée capable d'élever instantanément les températures à des milliers de degrés et de transformer la pierre en une masse semblable à du verre. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une technologie dont nous sommes peut-être encore témoins aujourd'hui. Pensez aux récents incendies sur l'île de Maui, qui ont été qualifiés de plus meurtriers de l'histoire moderne. De nombreux témoins oculaires et chercheurs ont noté la nature étrange et sélective de la destruction. Le feu a détruit des maisons tout en laissant les arbres à côté intacts. Certains objets d'une couleur spécifique sont restés intacts alors que tout ce qui les entourait a été réduit en cendres. Il y a eu des rapports d'un bourdonnement étrange ou d'une explosion précédant le chaos. C'était un incendie qui ne se comportait pas selon les lois de la nature, mais selon un programme défini. Ce qui s'est passé à Maui est peut-être une démonstration de la même technologie utilisée pour la purge mondiale au XIXe siècle. C'était le moyen idéal pour effacer les traces. Après tout, une telle arme ne laisse ni empreinte digitale, ni douille. Il n'y a personne à interroger. Ils se sont débarrassés de bâtiments gênants qui ne pouvaient pas être intégrés dans la nouvelle histoire, en inventant des histoires absurdes de vaches et de lanternes. Certaines structures qui pouvaient être utilisées plus tard ont été laissées debout, mais celles qui étaient un témoignage trop évident de la grandeur passée et de la haute technologie ont été détruites. Cela faisait partie d'un programme visant à remodeler le monde. Par le choc et la stupeur, ils ont forcé l'humanité à accepter un nouvel ordre mondial. Mais détruire les villes n'était que la moitié du travail. Ce n'était que le premier acte de la réinitialisation mondiale. Une fois les incendies éteints, seules des ruines vides et calcinées subsistaient là où se dressaient autrefois de majestueuses métropoles. Ces vastes territoires devaient être repeuplés, avec de nouvelles personnes qui ne se souviendraient pas de l'ancien monde, qui ne sauraient rien des géants et des villes volantes. Des gens pour qui une nouvelle histoire pouvait être écrite à partir d'une page blanche.
Comment cette opération sans précédent de réinitialisation de l'humanité elle-même a-t-elle été menée? Une fois les grands incendies accomplis, il ne restait que des ruines silencieuses et calcinées, là où se dressaient autrefois des métropoles florissantes. Les immenses cités construites par les géants étaient vides. Cela posait un problème colossal aux nouveaux maîtres du monde. L'espace physique avait été nettoyé, mais il fallait le peupler. Il fallait de nouvelles personnes, des millions de personnes sans passé, sans souvenir d'un monde de dirigeables et d'énergie libre. Des gens pour qui une nouvelle biographie et une nouvelle histoire de la civilisation pouvaient être écrites à partir d'une page blanche. C'est alors qu'un programme d'une ampleur sans précédent a été lancé pour effacer la mémoire humaine et repeupler la planète. Nous en trouvons les traces dans les phénomènes les plus étranges et les plus inexplicables du 19e et du début du 20e siècle. Pensez aux expositions universelles, qui nous sont présentées comme des célébrations du progrès technologique et de la culture. Lors de ces foires, entre autres choses, des expositions absolument choquantes étaient présentées. Des incubateurs pour nourrissons. Il ne s'agissait pas d'une démonstration médicale au sens moderne du terme. Souvent, c'étaient des pavillons où, moyennant paiement, on pouvait voir des bébés, y compris des prématurés. Il existait des entreprises entières qui expédiaient des enfants par la poste, ainsi qu'une sorte de commerce en ligne qui permettait de commander un enfant avec une certaine couleur d'yeux ou d'autres caractéristiques. Lors de ces foires, on pouvait acquérir un enfant asiatique, philippin ou africain. C'était une véritable chaîne de montage, fournissant du matériel humain pour peupler les villes vides. Parallèlement, un autre programme à grande échelle était en cours, les soi-disant trains d'orphelins. L'histoire officielle le décrit comme un effort caritatif visant à placer des enfants sans abri dans des familles du Midwest. Mais si l'on regarde l'ampleur, il devient clair que ce n'était pas de la charité, mais une opération logistique massive. Des trains transportant des milliers d'enfants d'origine inconnue traversaient le pays, les répartissant dans de nouveaux foyers. Ces enfants étaient les candidats idéaux au rôle de nouveaux citoyens. Ils ne se souvenaient de rien de leurs parents, ni du monde dans lequel ils étaient nés. Ils étaient une page blanche sur laquelle n'importe quelle histoire pouvait être écrite. Mais il ne suffisait pas de peupler les villes de nouvelles personnes. Il fallait installer un nouveau programme dans leur esprit, un nouveau système d'exploitation pour la réalité. Et ce mécanisme a été créé et mis en œuvre avec une efficacité stupéfiante. C'est à cette époque que John D. Rockefeller entre en scène avec son General Education Board. Un système d'éducation publique a été créé, qui a rapidement englobé toutes les couches de la société. Son objectif déclaré était l'instruction, mais son véritable but était tout autre. C'était la plus grande opération de lavage de cerveau de l'histoire. Le but du nouveau système éducatif n'était pas d'apprendre aux enfants à penser de manière critique, mais d'implanter dans leur esprit la seule et unique version correcte et fabriquée de l'histoire. Une histoire dans laquelle il n'y avait pas de place pour les géants, les villes volantes ou les anciennes hautes technologies. Une histoire où tout le progrès ne commençait qu'avec l'ère industrielle, et où tout ce qui l'a précédé n'était que des âges sombres et des sociétés primitives. Quoi de plus efficace pour tromper la société que d'inculquer la vision du monde souhaitée dans l'esprit d'un enfant dès son plus jeune âge? Si les gens l'intériorisent comme l'histoire de leur passé, ils la reproduiront encore et encore, de génération en génération. Cela les coupe à jamais de leurs véritables racines et les empêche d'avancer vers un véritable avenir. Mais qu'est-il advenu de ceux qui ont survécu au cataclysme de feu? Qu'est-il advenu des adultes qui se souvenaient de l'ancien monde? Un autre outil de contrôle leur était réservé. À cette époque, les asiles d'aliénés ont commencé à pousser partout dans le monde comme des champignons après la pluie. D'immenses et sombres hôpitaux psychiatriques où tout dissident pouvait être enfermé. Si une personne se mettait à parler de ce souvenir de squelette de géant ou de la façon dont son grand-père avait voyagé en dirigeable vers une autre ville, on ne l'écoutait pas. On le déclarait fou et on l'isolait de la société. De cette manière, les derniers porteurs de la véritable mémoire ont été soit physiquement éliminés, soit discrédités, leurs témoignages transformés en divagations de fous. Ainsi, le puzzle commence à s'assembler. D'abord, la destruction physique de l'infrastructure de l'ancien monde par des incendies mondiaux. Ensuite, le peuplement de villes vides par des gens de nulle part, des orphelins sans passé.
Et enfin, le conditionnement idéologique total de la nouvelle population par un système d'éducation obligatoire et la neutralisation des témoins restants par la psychiatrie. La réinitialisation était terminée. Une nouvelle civilisation, sans mémoire de ses origines, a été construite sur les ruines de l'ancien monde. Nous voyons ce qui s'est passé. Le monde des géants et de la haute technologie a été détruit et remplacé par le nôtre. Nous voyons comment cela a été fait, par des cataclysmes et la reprogrammation de la conscience. Mais la question principale reste toujours sans réponse. Qui était derrière tout cela ? Quelle puissance possédaient les capacités et la motivation pour mener à bien un plan aussi monstrueux dans sa conception et son exécution ? La réponse à cette question ne se trouve pas dans les livres d'histoire qui ont été réécrits par les vainqueurs. Elle est cachée dans une ancienne prophétie et cryptée dans les symboles du monument le plus célèbre de la planète. La purge massive de la planète, le repeuplement de métropoles vides par des gens sans mémoire et le conditionnement idéologique total par un nouveau système éducatif. Tout cela sont les détails d'un plan monstrueusement conçu. Nous voyons ce qui a été fait. Un monde prospère et de haute technologie a été rayé de la surface de la Terre. Nous comprenons comment cela a été fait, par le feu, la tromperie et la reprogrammation de la conscience. Mais jusqu'à présent, les questions principales sont restées sans réponse. Qui possédait le pouvoir et l'autorité pour mener à bien un tel coup d'État mondial ? Et plus important encore, pourquoi ? La réponse à cette question nous emmène au-delà des limites de l'histoire conventionnelle et nous oblige à nous tourner vers des sources qui ne sont pas considérées comme historiques, mais prophétiques. Elle est cryptée dans un texte ancien qui prédit la bataille finale pour l'humanité et immortalisée dans la pierre et le cuivre du monument le plus célèbre de la planète. Le 20e chapitre de l'Apocalypse de Jean décrit un moment charnière du drame cosmique. Après une grande bataille, un ange descend du ciel, saisit le dragon, ce serpent ancien qui est le diable et Satan, le lie avec une chaîne et le jette dans l'abîme pour 1000 ans, afin qu'il ne puisse plus séduire les nations. Pendant cette période, un règne de 1000 ans de paix et de justice est établi sur la terre. Mais la prophétie ne s'arrête pas là. Il est dit qu'après cela, il doit être libéré pour un peu de temps. À la fin des 1000 ans, Satan sera libéré de sa prison pour sortir et séduire à nouveau les nations. Maintenant, supposons un instant que cette prophétie ne concerne pas un avenir lointain, mais notre passé récent. Et si ce règne de 1000 ans était en fait l'âge d'or perdu ? Un monde d'harmonie, un monde de géants et d'hommes, un monde d'énergie libre et de navires du ciel. Une époque qui a été si radicalement effacée de notre mémoire. Et si c'est le cas, alors nous ne vivons pas avant, mais après ce règne. Nous vivons précisément dans ce peu de temps, cette brève saison pendant laquelle l'ancien mal a été libéré de l'abîme. Et tout ce que nous voyons autour de nous, les mensonges, la manipulation, la dissimulation de la technologie, l'histoire réécrite et la séduction des nations même dont le texte nous avait prévenus. Si un événement d'une telle ampleur universelle s'est produit, la libération du principal adversaire de l'humanité, serait-il passé inaperçu ? Le vainqueur d'une telle guerre cosmique ne se serait pas humblement retiré dans l'ombre. Il aurait érigé un monument à sa victoire, un trophée qui proclamerait au monde entier l'avènement de son ère, de sa liberté. Et ce monument existe, tout le monde le connaît, c'est la Statue de la Liberté. On nous dit que c'est un cadeau du peuple français au peuple américain, un symbole d'amitié et de démocratie. Mais regardons de plus près son symbolisme véritable et crypté. Son nom officiel est la liberté éclairant le monde. Rappelons-nous que l'un des noms de Satan est Lucifer, qui en latin signifie porteur de lumière. Les textes bibliques avertissent explicitement que le diable peut se déguiser en ange de lumière pour tromper les gens avec sa fausse lumière, sa fausse connaissance et sa fausse liberté. Le flambeau dans la main de la statue n'est pas la lumière de la vérité, c'est la lumière de Lucifer, éclairant le monde de son nouvel ordre. Et maintenant, regardons à ses pieds. Là, à la base de la statue, se trouvent des chaînes brisées. La version officielle dit que cela symbolise la libération de l'esclavage et de la tyrannie.
Mais dans le contexte de la prophétie, ce symbole prend un sens beaucoup plus sinistre. C'est une illustration littérale de la libération de l'abîme. Ce sont les chaînes brisées qui ont lié le serpent ancien pendant 1000 ans. La statue ne célèbre pas la liberté de l'humanité, mais la liberté de son geôlier. Qui étaient les créateurs de ce monument? Le sculpteur, Auguste Bartholdi, comme beaucoup d'autres participants au projet, était des membres de haut rang de loges maçonniques. Une plaque maçonnique est placée sur la première pierre du piédestal de la statue, indiquant qu'elle a été posée par le grand maître des maçons de l'État de New York. Dans les enseignements ésotériques qui imprègnent la haute philosophie maçonnique, Lucifer est souvent considéré non pas comme le mal absolu, mais comme le porteur de la connaissance interdite et le libérateur de l'humanité de l'ignorance. Pour eux, éclairer le monde a une signification très spécifique. De plus, l'apparence de la statue présente une ressemblance frappante avec certaines œuvres d'art classiques sur le même thème. Considérez le tableau de Thomas Stothard, Satan convoquant ses légions. La pose, la couronne de rayons, la présence imposante générale, la similitude est évidente. Ou regardez le tableau de John Martin, Pandémonium, représentant la capitale de l'enfer. Là aussi, nous voyons des motifs qui ont ensuite été incarnés dans le monument de New York. Ce ne sont pas des coïncidences aléatoires, mais les maillons d'une seule chaîne iconographique. Donc, tout concorde. Le nom, faisant allusion à Lucifer, le flambeau de la fausse lumière, les chaînes brisées, symbolisant la fin de la captivité, les créateurs francs-maçons qui l'ont imprégné de leur sens sacré. Si la Statue de la Liberté est bien un monument célébrant la libération de Satan et le début de sa courte saison de règne sur la Terre, alors la date qu'elle tient dans ses mains cesse d'être simplement la date de la signature de la Déclaration d'indépendance. Elle devient un point de départ, l'heure zéro d'une nouvelle ère. Et cela nous permet non seulement de comprendre quand cette période de tromperie a commencé, mais aussi de faire une prédiction effroyablement précise sur la date à laquelle elle pourrait se terminer. Si la Statue de la Liberté n'est pas un symbole d'espoir, mais un trophée monumental proclamant la libération d'un mal ancien, alors ce n'est pas seulement un monument, mais une horloge cosmique géante. Et la date inscrite sur la tablette qu'elle tient à la main n'est pas une simple référence historique, c'est un point de départ. L'heure zéro d'une nouvelle ère, lancée à minuit le 4 juillet 1776. C'est à partir de cette date que commence le compte à rebours de ce peu de temps alloué à la séduction des nations. Mais quelle en est la durée? La prophétie nous donne un indice. L'auteur utilise un terme qui, dans certaines traductions, sonne comme une courte saison. Et qu'est-ce qu'une saison? Dans notre compréhension habituelle, une saison est un quart d'une année entière. Il est logique de supposer que ce principe est également valable à une échelle cosmique. Si le règne complet a duré 1000 ans, alors une courte saison devrait être un quart de cette période. Maintenant, faisons un calcul simple mais glaçant. 1000 ans divisé par 4 nous donne 250 ans. C'est la durée de ce peu de temps pendant lequel le serpent ancien a été libéré de l'abîme. Maintenant, prenons la date de départ inscrite sur le monument de sa libération, 1776, et ajoutons-y la durée de son règne, 1776 plus 250. Le résultat est 2026. Toute notre histoire telle que nous la connaissons s'inscrit dans ce court laps de temps. Maintenant, tout s'éclaire. La destruction de l'ancien monde, que nous appelons provisoirement Tartarie, n'était pas un événement de l'histoire ancienne. C'était la première et la plus importante tâche du nouveau pouvoir qui a pris ses fonctions à la fin du XVIIIe siècle. Il était nécessaire d'effacer tous les souvenirs du règne de 1000 ans précédent, de détruire ses porteurs, ses technologies et son architecture. Les grands incendies du XIXe siècle n'étaient pas un accident, mais une politique délibérée de la terre brûlée. Nettoyer le territoire avant de reconstruire. Puis vint la deuxième étape, la création d'une nouvelle humanité. Des programmes comme les trains d'orphelins et les chaînes de montage des incubateurs pour nourrissons n'étaient pas une mission humanitaire, mais un projet visant à peupler des villes vides de gens sans racines ni mémoire. Et le système d'éducation publique universelle, créé à la même période, est devenu l'outil parfait pour programmer une nouvelle matrice de réalité fabriquée dans leur esprit. Tous les dissidents,
Tous ceux qui se souvenaient encore de la vérité ont été isolés dans des hôpitaux psychiatriques, leurs témoignages rejetés comme les divagations de fous. Des millions de partisans du nouveau pouvoir, qu'il s'agisse de stars du divertissement, de politiciens ou d'oligarques, ont occupé des postes clés dans ce nouveau système, construit sur les ruines de l'ancien monde. Tout cela n'est pas une série d'événements chaotiques, mais un plan clairement exécuté, lancé en 1776. Et si ce calcul est correct, alors nous vivons à l'époque la plus unique et la plus dangereuse. Nous sommes la génération qui se trouve au seuil de la fin de cette courte saison. Le temps imparti est écoulé. Le bail cosmique expire en 2026. Tout le chaos, toute la tension, tous les événements insensés dont nous sommes témoins dans le monde aujourd'hui ne sont peut-être pas une simple coïncidence, mais l'agonie d'un système, les affres d'un pouvoir qui sait que son temps est compté. C'est sa dernière tentative désespérée de maintenir le contrôle et d'entraîner autant d'âmes que possible dans l'abîme avec lui. Cette théorie n'est pas seulement un ensemble de faits, c'est une lentille à travers laquelle toute notre histoire connue et les événements actuels s'inscrivent soudainement dans une image unique, logique et terrifiante. Elle explique pourquoi notre monde est plein de mensonges, pourquoi les technologies nous sont cachées, pourquoi nous avons perdu le contact avec notre véritable passé. Nous vivons les dernières scènes d'un grand drame. Le compte à rebours a commencé. Et la question principale que chacun doit se poser est: si cette théorie est correcte et qu'il ne lui reste plus qu'un an de règne, que se passera-t-il ensuite? Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!